République, l'émission politique de Judaïque FM, présentée par Alexis Lacroix, directeur délégué de la rédaction de l'Express. Ami Al-Khatmi, bonjour. Bonjour Alexis Lacroix. C'est un grand plaisir de vous recevoir, j'allais même dire un grand honneur de vous recevoir à Judaïque FM. Merci. Je pense que c'est une première d'ailleurs pour vous. Vous êtes connu d'un certain nombre de nos auditeurs, vous êtes conseiller municipal à Avignon, mais vous êtes surtout le président et l'un des fondateurs d'un mouvement, on va dire, politique et intellectuel d'importance du camp républicain qui s'appelle le Printemps républicain, qui est au cœur d'un certain nombre de combats, le combat pour la laïcité, mais aussi d'autres combats. Et vous publiez un livre très important, Combat pour la France, aux éditions Fayard. C'est la plongée d'un élu de terrain dans la France réelle, et ses différentes problématiques. On va en parler tout au long de cette émission, mais je vais vous faire réagir peut-être à deux éléments de l'actualité. Le premier, c'est la chroniqueuse très engagée contre l'islamisme Zineb El Razoui, qui déclare sur une chaîne info qu'il faut, face aux manifestations violentes de Mantes-la-Jolie, que la police ait le courage de tirer à balles réelles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle s'est laissée, disons, entraîner par l'ambiance de CNews ? Oui, je crois qu'elle s'est un peu laissée entraîner. Elle s'est d'ailleurs expliquée elle-même en disant que elle ne parlait pas, évidemment, de situations où il y aurait simplement des manifestations, mais elle parlait de cas où la vie des policiers serait en danger. Et ça existe déjà. Aujourd'hui, si effectivement un policier est en danger, ça s'appelle la légitime défense, il peut répliquer. Mais je pense que Zineb El Razoui n'a pas eu à l'esprit l'idée que la police puisse tirer comme ça dans le tas contre des manifestants. Je pense que c'était pas dans son esprit. Une rodomontade, disons. Oui. C'était une rodomontade de télévision. Il y a une ambiance sur les plateaux des chaînes d'infos qui parfois peut laisser aller un certain emportement. Donc, Alors, dans cette France que vous décrivez dans Combat pour la France, cette France déchirée par des diverses tensions, des tensions communautaires, des tensions sociales, des tensions géographiques, des tensions économique, ce pays, disons, au bord de la crise d'honneur par certains aspects, beaucoup de gens dérapent. Et là, il y a cette semaine, puisque dimanche ils organisent une grande manifestation, il y a une formation politique qui pose problème, c'est la France Insoumise, qui a décidé de prendre la tête, disons, d'une grande manifestation contre l'islamophobie. Qui vise-t-elle et que pensez-vous de cette démarche politique ? C'est une trahison historique. Trahison de qui ? Et c'est une trahison impardonnable. C'est la trahison de l'esprit Charlie. C'est la trahison de Charlie Hebdo. C'est la trahison de Charb. C'est la trahison de tous mes copains et de tous nos amis combattant pour la liberté d'expression. Soyons clairs et précis. La haine contre les musulmans est insupportable. Et que l'on puisse s'en prendre à un individu dans ce pays en raison de sa religion est quelque chose qui doit nous retourner les tripes à chaque fois que cela arrive. Je vous interromps juste pour vous dire qu'il y a effectivement cette semaine aussi est parue une étude commandée par la Fondation Jean Jaurès sur les manifestations verbales mais aussi physiques de la haine des musulmans. Elles sont aussi en augmentation dans la France contemporaine. Oui, il y a 100 actes anti-musulmans pour 500 actes antisémites pour une population beaucoup moins nombreuse et 1000 actes portés contre les chrétiens. Donc, il faut aussi relativiser le discours sur l'islamophobie qui est partout dans le débat public. Il y a eu 100 actes anti-musulmans. C'est 100 actes de trop, mais l'idée selon laquelle ce pays serait islamophobe et qu'on agresserait les musulmans à tous les coins de rue, c'est une calomnie. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que autant la haine contre les musulmans est insupportable, autant l'islamophobie, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme inventé par les islamistes pour empêcher la critique de l'islam. Et c'est au nom de ce même principe que 11 personnes ont été assassinées le 7 janvier 2015, précisément parce qu'on leur a reproché d'avoir publié des dessins dans leur journal qui s'en prenaient à l'islam et aux prophètes. Mais Amin Al-Khatmi, donc Jean-Luc Mélenchon, son entourage politique, quand ils prennent cette initiative politique de la manifestation de dimanche, ils veulent interdire toute critique de l'islam, c'est ça ? Oui, et ils veulent surtout plaire à un électorat. Jean-Luc Mélenchon de 2019 trahit le Jean-Luc Mélenchon de 2015 qui est allé prononcer l'oraison funèbre de Charb après son assassinat politique. Pour plaire à quel électorat ? Pour plaire à un électorat musulman dans les quartiers. Nous sommes à 5 mois des élections municipales et sans doute que Jean-Luc Mélenchon se dit que ces envolées laïques ne lui rapporteront aucune voix, ce qui est une erreur folle. En revanche, en allant manifester contre l'islamophobie, eh bien, il pense plaire à un électorat pour aller
récupérer, glaner quelques villes en banlieue. Alors je vais me faire l'avocat du diable, une fois n'est pas coutume, mais on peut avoir un raisonnement inverse. On peut se dire, mais finalement, en prenant la tête en quelque sorte de ce mouvement, ils veulent bien sûr peut-être plaire à cet électorat, mais ils veulent aussi ramener dans le giron de la République un certain nombre d'enfants issus des familles des quartiers, hein, disons de l'immigration maghrébine, qui sont aujourd'hui dépolitisés ou en rupture de banc avec la République. C'est peut-être un moyen de les ramener dans le giron de la République, au contraire. Pas en parlant d'islamophobie. C'est ce terme qui pose problème, c'est ce terme qui constitue la trahison. On a le droit de se moquer des religions dans ce pays. Nous sommes dans un pays où l'on peut rire, se moquer des religions, de toutes les religions. On en fait des dessins, on en fait des éditos, on en fait des tribunes. C'est la laïcité et c'est un trésor qui nous le permet. Et donc, que de grands partis de gauche, et je dis la gauche parce que la gauche a une tradition historique de défense de la laïcité, de la liberté d'expression. Il y a eu tout un tas de bouffeurs, de curés, de décennie en décennie dans les rangs des partis de gauche qui se marraient sur le dieu des prêtres, des imams et des rabbins. Et en 2019, on en est là à manifester derrière des bigots pour dire aux gens qu'on n'a pas le droit de se moquer de l'islam. Mais qu'en pensent les gens qui ont manifesté le 11 janvier 2015? Vous croyez que ça va être les slogans de la France Insoumise dimanche, ou qu'ils vont avoir un discours un peu plus subtil, disons? Ils vont manifester avec des islamistes. Oui. Il y a là monsieur Abou Anas, dont on a déterré l'œuvre et balancé sur Twitter hier, qui explique que les femmes doivent rester à la maison, qu'elles sont soumises aux hommes, et que si une femme refuse de s'offrir à son mari, alors les anges la maudiront. C'est ça la gauche de 2019, aller manifester avec des islamistes? Moi, je ne manifeste pas avec des islamistes. Je ne manifeste pas derrière des gens qui considèrent que leur foi est au-dessus des principes républicains. Nous sommes en France, la liberté d'expression et le droit de se moquer des religions sont au-dessus de toutes les considérations. Amine El-Khatmi, avant qu'on entre in media res dans votre livre, et ces thèses, c'est un livre sur la France, hein, en général, et pas simplement sur la laïcité, il faut le dire et le redire, combat pour la France. Un mot encore, est-ce que vous pensez que, à l'intérieur de la mouvance de la France insoumise, il y aurait eu, en quelque sorte, à la faveur de ces derniers mois, une victoire idéologique, on va dire, hein, de la ligne Daniel Obono sur la ligne Alexis Corbière? Oui, car moi, ça fait des années que tout un tas d'amis très estimables me disent « Attends, tu verras, Jean-Luc, il va trancher. Oui, tu comprends, il faut bien garder Daniel Obono, Clémentine Autain. Mais Jean-Luc, tu sais, c'est un vrai républicain, c'est un laïc, il ne nous trahira pas. » Et vous pensez qu'elles ont gagné, là? Ils ont commencé par insulter notre ami Henri Peña-Ruiz en le traitant de facho. Le philosophe Henri Peña-Ruiz. Alors s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas raciste et dont toute l'œuvre et toute la vie démontre que c'est un humaniste, c'est bien Henri Peña-Ruiz. Et après l'avoir laissé insulter, voilà qu'il manifeste derrière des bigots islamistes en parlant d'islamophobie. Eh bien, la trahison est actée. Jean-Luc Mélenchon a tranché. Il a préféré le camp indigéniste et communautariste au camp de la République. Les électeurs en prendront acte. Ils ont déjà commencé aux européennes au regard du score qui a été celui de la France insoumise. Alors on sent chez vous une authentique colère. Bernanos aurait dit une sainte colère. Mais éprouvez-vous la même quand une chaîne de télévision influente, hein, comme CNews, installe à une heure de grande écoute, on appelle ça le prime time en télévision, un chroniqueur connu, disons, pour ses positions assez extrémistes, aussi talentueux soit-il, Éric Zemmour? Oui, on peut se demander quel est le but recherché. Le but, c'est quoi d'après vous? Il faut leur demander, je pense que... Normaliser une certaine pensée de la droite? Non, même pas. Je crois qu'il y a un objectif qui est très terre à terre. Vous savez, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Il y a une guerre des chaînes info entre 4 chaînes d'infos qui se répartissent des parts de marché. Un leader incontestable qui est BFM TV. Et un leader incontestable. Derrière, vous avez CNews et LCI et David Pujadas, c'est sur la tranche à LCI, la tranche de 19h. Et il y a sans doute la volonté de CNews de passer devant LCI. Donc pour eux, je pense que c'est très terre à terre. Moi, par principe, je suis pour la liberté d'expression. Moi, je suis d'une gauche qui défend la liberté d'expression. Aujourd'hui, vous avez au sein de la gauche tout un tas de censeurs qui, dès qu'il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec eux, demandent à ce qu'il soit censuré, viré, qu'il n'ait pas la parole. Mais la limite de la liberté d'expression, c'est quand on enfreint les lois. Voilà. Donc l'incitation à la haine raciale, pour moi, ça ne passe pas. Donc il faut faire très attention avec ce genre de discours. Et alors, vous êtes étonné qu'après ces déclarations, par exemple, sur Bugeaud, Bugeaud qui aurait eu raison de pratiquer ce qu'il a pratiqué en Algérie au moment de la colonisation, vous êtes étonné qu'Éric Zemmour ne soit pas inquiété davantage par les dirigeants de la chaîne qui l'héberge? Alors j'ai vu qu'ils avaient pris des précautions, notamment maintenant l'émission est enregistrée, en léger différé, elle n'est plus en direct, donc ça traduit sans doute chez eux aussi la volonté d'éviter des futurs dérapages. Mais voilà, encore une fois, je défends la liberté d'expression, mais lorsqu'il y a des propos de haine, des propos qui mettent en cause des individus en raison de leur religion, de leur couleur de peau, je ne sais quoi d'autre, il faut être très très vigilant parce que
Nous sommes dans un moment de tension, et ça rejoint ce que j'écris dans le livre. On le voit dans le pays. Il y a des tensions entre les individus, des tensions identitaires entre les islamistes d'un côté, l'extrême droite de l'autre. Et donc, attiser ces tensions n'est jamais la bonne solution. Un homme qui est pas de votre bord politique, hein, qui est plutôt, disons, issu de la droite, chiracienne, Jean-Louis Debré, l'autre jour, à ce micro, dans cette émission, il disait, mais oui, le grand problème de la France aujourd'hui, c'est les haines, la multiplication des haines. Vous partagez ce constat un peu éploré? Oui, il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux, même s'ils sont pas un miroir exact de la France, mais il y a des tensions, il y a des violences. Les gilets jaunes, pendant des mois, nous l'ont démontré. Donc, il y a des colères profondes dans le pays. C'est pour ça que ceux qui sont dans le débat public, encore plus ceux qui sont à la tête du pays, doivent faire très attention à leurs propos. Alors, c'est vrai que au moment de l'affaire Dreyfus, Zola a senti ce flot boueux du racisme et de l'antisémitisme monter. Aujourd'hui, vous le sentez dans des termes au fond analogues à ceux que Zola avait pointé? Oui, il y a un contexte de banalisation de la parole raciste, de la parole antisémite. J'y consacre un chapitre entier, un chapitre combat pour les Juifs. C'est insupportable ce qui s'est passé depuis Toulouse, l'hypercacher, Mireille Knoll, Halimi. Je pourrais citer toute la liste. Des femmes, des hommes en France ont été assassinés parce que juifs. Et sans aller jusqu'au meurtre, parce que c'est toujours ignoble. Il y a des familles entières qui ont quitté des villes de Seine-Saint-Denis. Je dresse le portrait de cette femme courageuse, incroyable, à Bagnolet, avec son fils. Elle a dû le déscolariser parce que le gamin, tous les jours, se prenait des quenelles, des saluts nazis, des insultes antisémites. Comment pouvons-nous accepter que les Juifs soient de cette manière montrés du doigt? Et moi, j'accuse les élus, et notamment les élus de gauche, qui ont une responsabilité historique, parce qu'ils ont importer le conflit israélo-palestinien en France. Ils ont organisé... Vous montrez des exemples dans votre livre avec des élus communistes, qui ont surfé sur le pro-palestinisme dans un premier temps, qui est devenu ensuite de l'islamisme, de l'islamisme tout court. Et qui ont posé des cibles sur le dos des Juifs. Parce que quand pendant des années, vous passez votre temps à faire citoyen d'honneur, Marwan Barghouti, Georges Ibrahim Abdallah, que vous multipliez les jumelages avec les villes palestiniennes, que vous entretenez la confusion entre Juifs, Israéliens, sionistes, vous posez des cibles sur le dos de ceux qui vivent là, au plus près de vous. Et donc, auprès de générations entières de gamins venant de familles arabo-musulmanes, on a expliqué à ces gamins, on leur a creusé dans la tête l'idée qu'un juif, un israélien, un sioniste, c'est pareil, c'est la même chose. Et alors, ils se sont crus autorisés à multiplier les insultes. C'est insupportable. Et la gauche porte en la matière une responsabilité que personne ne lui pardonnera. Alors, l'année de la fondation du Printemps républicain, c'était donc il y a 3 ans, en 2016. Vous étiez donc déjà, disons, on va dire, un proche du Premier ministre d'alors, Manuel Valls. Manuel Valls, pour tous les Juifs de France, son nom est associé à une lutte inflexible contre l'antisémitisme. Est-ce que vous avez le sentiment, comme élu de la nation, comme intellectuel engagé au sein du Printemps républicain, que depuis l'arrivée du président Emmanuel Macron à la tête de la France, la vigilance de l'État face à l'antisémitisme et à ces manifestations diverses et, disons, répétées, s'est un peu relâchée? Oui. Sérieux? Oui, elle s'est relâchée. Parce que le président de la République, on le sait, il faut le rappeler à nos auditeurs, a tenu lors de la 34e convention du CRIF un discours qui les a marqués, qui était un discours où il a donné raison au président du CRIF, Francis Khalifa, qui lui demandait de dénoncer l'antisionisme comme le masque contemporain de l'antisémitisme. C'est un pas très important, ça, pour le coup. Il y a une résolution sur la définition de l'antisémitisme, de l'antisionisme, qui est en attente de vote au Parlement. Ça fait des semaines, des mois qu'elle est reportée. Et pourquoi elle est en attente? Parce qu'il y a au sein de la majorité parlementaire des députés qui considèrent que ce n'est pas le bon moment, qu'il faut pas ouvrir ce débat. Genre qui? Aurélien Taché, par exemple, voilà, qui fait pression. Bon, Aurélien Taché, c'est pas le macronisme dans son ensemble. Mais c'est une aile de la Macronie. Et vous savez, il y a et en même temps, au sein de la majorité présidentielle, entre une ligne républicaine, laïque, universaliste, et une ligne libérale anglo-saxonne. Oui, mais enfin, vous poussez un peu le bouchon très loin, là. Quand on écoute Jean-Michel Blanquer, un ministre très important, très apprécié du couple Macron, quand on écoute
Marlène Schiappa, Oui. que Madame Macron apprécie également beaucoup, quand on écoute un secrétaire d'État comme Gabriel Attal, on peut pas dire que ça soit un gouvernement qui soit marqué par une complaisance Non, je particulière ne à dis l'égard pas ça. de l'antisémitisme. Pas du tout. Non, je ne dis pas ça. Je veux bien que mes propos soient clairs. Je dis qu'il y a des lignes. Il y a une ligne républicaine et tous les gens que vous venez de citer, En font effectivement, partie. l'incarnent. Il y a une ligne de fermeté. Et puis, il y a une ligne, non pas de complaisance à l'égard de l'antisémitisme, ce serait une accusation insupportable, mais de gens qui considèrent que c'est pas forcément le combat le plus urgent, le plus grave, le plus imminent. Et donc par rapport à l'époque de Valls, on a reculé. Je pense que Manuel Valls a, par ses mots, par ses actes, par les moyens mis, notamment au sein de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, par le discours très fort qui a suivi les actes antisémites, par son engagement contre Dieudonné, qui lui a coûté, on le sait, politiquement, électoralement, ça lui a beaucoup coûté. Manuel Valls, oui, a porté très fort, très haut la lutte contre l'antisémitisme. Et c'est vrai que on n'a plus depuis de responsables politiques à ce niveau de responsabilité qui est un discours aussi fort et engagé. Alors là, votre livre est passionnant, c'est qu'il entremêle les réflexions sur la France avec les témoignages in vivo, les témoignages vécus sur le terrain. Assis à la droite de sa mère, écrivez-vous, David, donc un adolescent, raconte les insultes au collège. Il dit « Je ne pensais pas avoir fait une bêtise en disant en classe que j'étais juif, mais à partir de ce jour-là, tout s'est déclenché et ça ne s'est plus arrêté. » Ça ne s'est plus arrêté, c'est-à-dire les sévices, les insultes, Oui. les coups de ses camarades. Est-ce que ce genre de situations sont suffisamment prises au sérieux aujourd'hui par la hiérarchie de l'éducation nationale, selon vous, Amine El-Khatmi? Non, puisque, y compris dans le cas précis dont je parle dans le livre, la réaction de l'administration a été finalement pas de vague. Écoutez, on va arranger ça entre parents, les enfants vont se parler. Donc non, il n'y a pas. Il y a de la part du ministre Jean-Michel Blanquer, oui, une prise de conscience et des instructions très très fortes ont été données, mais sur le terrain, malheureusement, c'est laissé à l'appréciation des directeurs, des enseignants. Certains sont fermes et réagissent fermement, et d'autres, effectivement, considèrent que pour le bien de l'école, pour que l'ambiance ne se dégrade pas, il faut régler ça discrètement et ne pas en faire d'affaires. Moi, je crois que ce n'est pas la solution, parce que l'antisémitisme est un fléau, c'est quelque chose de terrible, et donc, y compris lorsque des enfants, ils n'en sont pas responsables, car un enfant de 11 ou 12 ans qui tient un propos antisémite ne l'a pas inventé. Il l'a entendu à la maison, il l'a entendu au pied d'immeubles, il l'a entendu dans le quartier, il vient là répéter ce que d'autres ont dit. Et donc, moi, je ne vais pas la blâmer, un enfant de 11 ans, mais je veux lui expliquer que ce qu'il a entendu n'est pas bon, et que cet enfant à côté de lui est juif, et son frère est un citoyen de la République, il ne doit pas s'en prendre à lui, et ce rôle-là, c'est l'école, oui, qui doit l'assumer. Alors, ce rôle doit être assumé par l'école. Amine El-Khatmi, on est toujours au micro de Judaïk FM. Vous publiez Combat pour la France, qui est un livre de fond sur les crises que connaît notre pays, les tiraillements multiples qu'il connaît. C'est une réflexion aussi sur l'oubli de l'universalisme républicain, l'universalisme de combat, comme vous dites, avec les mots de Valls, d'ailleurs, dont vous vous réclamez. Qui oublie aujourd'hui l'universalisme républicain? Ah, mais la gauche. D'abord la gauche. Mais bien sûr. La droite de la droite n'est pas non plus très Non, mais la droite républicaine. de la droite, bien sûr. Mais moi, on me dit, vous parlez trop de la gauche. J'en viens, 15 années d'engagement au Parti Socialiste, c'est toute ma vie militante qui est au sein du Parti Socialiste, au sein de la gauche. Mais quand vous avez des gens qui en sont réduits désormais, comme Madame Diallo et quelques autres, à placer la race au cœur de tout, de tous les débats, de tous les sujets, à organiser des réunions interdites aux Blancs. Madame Diallo, c'est pas le Parti Socialiste. Mais elle Madame est Diallo, suivie- c'est une personne c'est une un peu personnalité. seule. Oui, mais un peu seule. Mais elle est suivie par des gens au sein de la France insoumise. Il y a des parlementaires qui pensent ça. Madame Obono pense ça. Madame Autain pense ça. Ce n'est pas... moi, je veux pas laisser s'installer l'idée qu'on parlerait là d'un petit clan, d'une petite secte, d'une centaine de personnes. Non, ce sont des gens influents qui sont dans les médias, qui sont à Mediapart, qui sont à Libération, qui ont aujourd'hui gangréné des rédactions, qui ont gangréné nos universités, qui ont gangréné les écoles de formation de journalisme. Donc non, ce n'est pas un phénomène marginal. Ce sont des gens qui ont une stratégie de conquête, qui ont conquis la Ligue des droits de l'homme, qui ont conquis la FCPE, qui ont conquis SOS Racisme. Donc on voit les grandes maisons républicaines et universalistes qui sont en train de tomber les unes derrière les autres. Vous évoquez l'univers médiatique notamment comme un champ de bataille entre les universalistes et les anti-universalistes. Je résume votre pensée. Vous parlez donc d'un pure player, le pure player fondé par Edoui Plenel, qui est aujourd'hui dirigé d'ailleurs par d'autres personnes dans cette rédaction. En quoi est-ce qu'on peut dire que Mediapart participe
de cette espèce d'affaiblissement du logiciel républicain de la presse française? Mais parce qu'il Très concrètement. Mais il accompagne d'abord en organisant des événements. Vous avez aujourd'hui Quels événements? Des événements comme à Saint-Denis, les fameuses réunions interdites, ou à Reims, la fameuse réunion interdite aux Blancs. Le seul média, le seul qui a accepté d'envoyer un journaliste, et donc un journaliste racisé, puisque les organisateurs disaient aux rédactions, on veut bien que vous veniez couvrir l'événement, mais il faut envoyer, en gros, pour faire simple pour vos auditeurs, un arabe ou un noir. Ou un En même temps, c'est un phénomène de société. donc, Quand on est journaliste, on couvre les phénomènes de société. Mais on couvre les phénomènes de société, mais là, ils les accompagnent, ils les relaient, ils les soutiennent. Et donc, on parle pas d'un phénomène de société comme on parlerait. On parle de gens qui ne valent pas moins que l'extrême droite, parce que finalement, l'extrême droite qui dit les Arabes et les Noirs, on n'en veut pas, et l'extrême gauche qui dit réunion interdite aux Blancs, c'est les mêmes faces d'une tenaille identitaire. Alors, Amine El-Khatmi, vous êtes passionnant. Il nous reste un peu moins de 5 minutes pour évoquer un des thèmes très importants de votre livre. Vous dénoncez les reculs de la République partout où ils ont lieu, notamment dans ce qu'on appelle les banlieues ou les quartiers difficiles, mais vous n'avez pas un discours schématiquement réactionnaire. Pourquoi? Car vous, au fond, vous reprenez, sans le citer, et je sais que entre les lignes il y a ça, vous reprenez une inflexion que le Premier ministre, en son temps, Manuel Valls, avait fait entendre lorsqu'il avait parlé aux grandes dames des bonnes consciences d'un apartheid territorial. Alors tout le monde lui était tombé dessus, avait dit ça n'a rien à voir avec un régime d'apartheid, l'Afrique du Sud, tout ça est vrai. Mais en même temps, vous pointez qu'il y a à peu près 1500 quartiers en géographie prioritaire, géographie urbaine, où la situation s'est tellement détériorée que l'État, affaibli, ne fait pas son boulot. Et donc, après, on a beau jeu, bien sûr, de reprocher aux populations leur mauvais comportement, mais c'est d'abord parce qu'elles sont abandonnées par l'État. Et donc, vous dites, il faut que les sentinelles de la République reviennent dans ces quartiers, pas simplement pour faire du maintien de l'ordre, mais pour montrer aux populations que l'État les soutient, que l'État est là. Oui, moi je ne voulais pas faire un livre simplement pour dire il y a de l'antisémitisme dans les banlieues, il y a les gens ne croient plus en la République. Pour dire les méchantes personnes qui habitent les banlieues. Les méchantes personnes sont responsables de tout. Non, la République, elle est responsable. Car enfin, lorsque vous avez organisé des ghettos urbains, lorsque vous avez placé dans des barres d'immeubles des gens venant des mêmes origines, ayant la même religion, lorsque des gamins ont grandi dans un entre-soi terrible, où ils sont de leur plus jeune âge jusqu'au collège ou jusqu'au lycée, entre eux. Vous me laissez jouer mon journaliste marxiste une seconde pour que nos auditeurs comprennent. C'est quand même la conséquence aussi d'une situation, d'une condition sociale et économique. Or, cette condition sociale et économique, ce recul de l'État, cette dérégulation, cette libéralisation, c'est aussi un choix politique. C'est le choix politique du néolibéralisme. Or, pourquoi en son temps, Manuel Valls, avec toutes ses qualités, n'a-t-il pas connecté les deux? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il s'est pas posé la question du système économique? Et je suis critique à l'égard de ce qui a été fait. Moi, je suis mais les reculs de l'État, c'est théorisé depuis 30 ans par les néolibéraux. Bien sûr, mais vous avez la question économique et la question de la pauvreté. Sont indissociables. Elle est indispensable. Pourquoi ces quartiers restent dans cet état? C'est parce que les gens, lorsqu'ils en partent, déjà, la mobilité est moindre qu'ailleurs, parce que les gens restent là. Il n'y a pas d'ascenseur social. Il n'y a pas d'ascenseur. Mais ceux qui s'en sortent, quand ils y arrivent et qui, par leur travail, finissent par devenir, que sais-je, enseignants, médecins, avocats, et donc ils partent, ils sont remplacés toujours par des plus pauvres qui arrivent. Et donc, ces quartiers ne s'en sortent pas parce que si vous ajoutez la pauvreté endémique, la délinquance, l'enfermement communautaire, la disparition des services publics, comment voulez-vous que ces gens s'en sortent? Et comment voulez-vous ensuite que ces gamins qui grandissent là puissent être de fervents républicains, puissent croire qu'ils ont leur place dans ce pays, puissent croire que la France est une chance pour eux, alors qu'ils ont vu depuis leur plus jeune âge que ça ne fonctionnait pas? Alors, la semaine prochaine sort dans les salles en France, puis après ça sera dans d'autres pays, notamment en Israël, le film que Roman Polanski va consacrer à l'affaire Dreyfus, la relecture de l'affaire Dreyfus, d'ailleurs par un auteur anglais qui est Robert Harris. Vous irez le voir? Oui, sans doute. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais si j'ai un peu de temps, j'irai le voir. C'est toujours intéressant d'avoir une affaire de cette ampleur revisitée. Et vous diriez que vous êtes dans la gauche républicaine un Dreyfusard décidé? Oh, je n'aurai pas cette immodestie. En tout cas, je veux que la gauche reste fidèle à la République, et nous sommes un certain nombre à mener ces combats pour la France, pour les Français et pour notre pays, qui est un beau et grand pays. Non, vous n'êtes pas seul, effectivement, Amine El-Khatmi. Combat pour la France. Vous n'êtes pas seul, car Judaïque FM sera toujours à vos côtés. Merci d'être venu. Donc, je rappelle, Combat pour la France aux éditions Fayard, qui est vraiment un livre à lire
par tous, même ceux qui sont pas a priori d'accord avec vous, parce que c'est le livre d'un républicain authentique. Merci à vous. Merci.